Après avoir découvert les perspectives de production de logements en France, des questions du prix de l'immobilier, des crédits à l'habitat et enfin des taux d'intérêt et des mécanismes qui pilotent ces taux d'intérêt, nous allons nous intéresser cette fois à la question de l'accession à la propriété. En 2023, en France, les tendances de marché. Bref, est-il possible toujours d'investir en France? C'est ce que nous allons voir de suite avec l'économiste Philippe Narassiga. Dans cette série Questions économiques contemporaines, nous nous intéressons donc aux perspectives de l'immobilier en France en 2023 et de l'accessibilité au logement. Et nous abordons maintenant la partie 2 de cette émission avec Philippe Narassiga, économiste, vous le connaissez bien maintenant, entre toutes les causeries qu'il vous propose, les différents MOOC qui ont été diffusés sur France Université Numérique. Et nous allons aborder cette deuxième partie, Philippe Narassiga, consacrée à la problématique de l'accession à la propriété. Alors effectivement, je rappelle, pour ceux qui prennent l'émission en cours ou alors qui n'ont pas vu la première partie, qu'il y avait plusieurs contraintes qui pesaient sur l'accession finalement à la propriété, parce que nous avons fait une première partie sur les mises en chantier, la production immobilière, les ventes immobilières, les crises à l'habitat, le prix au mètre carré. Ce qu'il faut retenir déjà de cette première partie, juste un chiffre que je donne, plutôt deux. Entre 2006 et 2013, le prix moyen du mètre carré est de 3 500 euros. Et entre 2016 et 2023, le prix au mètre carré passe à 4 200 euros. Donc on a 700 euros de plus, donc une véritable explosion du prix au mètre carré due à différents facteurs. Coût de construction qui augmente, les normes de construction, tous les coûts qu'on a vus se dérouler sous nos yeux depuis maintenant une dizaine d'années. Et ça, c'est un facteur inquiétant pour l'accession justement à la propriété que nous allons développer dans cette deuxième partie. Et donc, cette accession va devenir, je l'ai dit, difficile pour les ménages et en particulier pour les jeunes ménages dans les années qui viennent. Alors, Philippe Narassiga, nous avons vu le fameux le triptyque, si l'on peut dire, les problématiques effectivement du coût de la construction, donc de la hausse des prix, et par ailleurs, évidemment, l'inflation à laquelle on est confronté, qui est à la fois conjoncturelle, mais qui va peut-être s'établir dans la durée. Cette inflation qui entraîne des réactions de la BCE, puisqu'une manière de réguler l'inflation est dans l'augmentation des taux d'intérêt directeurs, on l'a vu, que les banques commerciales donc répercutent sur les taux d'intérêt au public. Et donc du coup, on l'a vu, sur 20 ans, pour quelqu'un qui souhaite acheter un logement de 200 000 euros, la facture est considérable. La facture est considérable, on l'a vu. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première partie, donc référez-vous à cette première partie. La facture est considérable et donc il y a des contraintes structurelles. Ces contraintes structurelles, on le voit dans les périodes. C'est pour ça que l'analyse des données chronologiques, des statistiques sur le long terme sont intéressantes. On a découpé les périodes en deux parties et on a vu effectivement là une rupture du prix au mètre carré à partir de 2016. Une explosion des prix. Première contrainte réelle auxquelles les ménages sont confrontés, c'est la contrainte des coûts réels de construction et d'acquisition des logements par la suite, prix de vente. Et deuxième contrainte, c'est la contrainte financière. Donc vous voyez que les ménages sont pris dans un étau et on ne sait pas comment desserrer cet étau. Sur la contrainte financière, on l'a vu, pour un ménage, avec des taux quand même très faibles, un écart de taux, je crois, de 2,59, ou 2,52 ou 2,59, je ne me rappelle plus exactement, l'écart de taux, on passe un coût du crédit au niveau des intérêts financiers de 3 000 euros, de plus de 3 000 euros, avec ce différentiel de taux qui n'est pas énorme. Et évidemment, un coût du crédit qui explose sur 20 ans, parce qu'on avait pris l'exemple de 20 ans pour le remboursement d'emprunt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt directeurs, on aura bien sûr, le prix des logements va rester élevé, y compris dans l'ancien. À l'époque, on pouvait dire, ouais, l'ancien, c'est quand même beaucoup moins cher, etc. Là, ça dépend où est-ce qu'il y a l'ancien.
Si l'ancien se situe dans les villes ou même à côté des villes connues, des grandes villes connues, ce qu'on appelle les banlieues, mais qui sont des communes, si vous voulez, si on prend l'exemple de la France, ben, même le prix de l'ancien, lui, augmentera fortement et augmente déjà fortement. Et deuxièmement, vous avez ce problème d'accès au crédit bancaire. Alors, concernant cet aspect d'accès au crédit bancaire, vous avez plusieurs questions qui se posent pour les ménages, pour les jeunes, mais pour les ménages en général. C'est que lorsque vous montez un dossier de prêt, jusqu'à présent, pour des gens solvables, vous aviez, les banques ne demandaient pas d'apport initial si la personne présentait un dossier parfait, ou presque parfait, ou même moyen plus, bien un bon dossier, on va dire. Un bon dossier, donc, il n'y avait pas forcément d'apport initial. Ou alors on demandait un tout petit apport initial pour 250 000 euros, ou alors on va dire 200 000 euros, 10, 15 000 euros. Bon, là, aujourd'hui, l'apport en moyenne, l'apport personnel, se situe plutôt sur un montant de 60 000 euros d'apport personnel au départ. Alors ces 60 000 euros, comment les acquérir, comment les avoir? La seule possibilité, je le dis aux jeunes qui ont aujourd'hui 18 ans, 19 ans, faites de l'épargne. Parce que lorsque, dans 10 ans, vous allez acquérir, lorsque vous aurez 28 ans, 29 ans, 30 ans, vous voulez vraiment acquérir un logement, à ce moment-là, vous aurez une épargne. L'épargne la plus rentable aujourd'hui depuis quelques mois, c'est le livret A, mais à côté, faites aussi un livret d'épargne de développement durable et solidaire, faites aussi un plan d'épargne logement. Ne vous souciez pas trop des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt varient, parce qu'en France, ils sont réglementés par l'État, notamment des taux comme le livret d'épargne de développement durable et solidaire et le livret A. Donc, il peut y avoir une fluctuation à la baisse des taux, malheureusement, mais vous aurez de l'épargne. Et donc, dans 10 ans, même si vous faites 50, 60, 100 euros, par exemple, par mois, vous aurez déjà une petite épargne et peut-être que dans 10 ans, les conditions auront un peu changé. Donc là, vous allez sans doute être dans les personnes qui pourront acquérir un logement. En fait, vous ferez partie de là. Donc ça, c'est un conseil, effectivement, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Est-ce qu'il y a un lien, juste au passage, entre le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale et les taux que nous retrouvons sur les comptes épargne? Comment est-ce que c'est... Alors, c'est régulé par l'inflation. Les taux d'intérêt, par exemple, prenons le livret A, qui est le plus important. Bon. Effectivement, quand on est dans des taux d'inflation de 7-8%, plus, en réel sans doute, à ce moment-là, le gouvernement est quasiment obligé d'augmenter un peu plus le taux d'intérêt sur l'épargne populaire. Mais finalement, l'épargnant est quand même perdant. C'était 0,5% et nous on dit, ah bah oui, finalement c'est 6 fois plus qu'il y a quelques mois, 0,5%. 6 fois plus, c'est énorme. Sauf que, en valeur réelle, la valeur réelle de l'épargne se déprécie quand même. Mais c'est mieux que rien. Vous aviez montré d'ailleurs dans une causerie le mécanisme de recette pour l'État à travers les livrets, effectivement, les taux, sur le fait de jouer sur les différentiels de taux. Voilà, donc c'est mieux que rien. D'accord ? Alors la question c'était... alors parce qu'on parlait des jeunes ménages, oui. Je dire, voilà, il y a une façon de pouvoir prévoir l'avenir, oui. C'est d'épargner. Donc effectivement, il faut, comme on est en période inflationniste, épargner. Vous disiez, mais il faut quand même épargner de toute façon. Ne faites pas attention au taux d'intérêt parce qu'il faut de toute façon avoir un apport. Même si le taux d'intérêt est inférieur à l'inflation. Ah oui, il est déjà inférieur. Il est inférieur. Donc même si on a augmenté, je veux dire, par 6 fois, on a multiplié par 6 fois le taux du livret en quelques mois, mais l'inflation a flambé aussi. Donc, la valeur de l'épargne se déprécie, mais de toute façon, ce n'est pas un problème dans la mesure où nous sommes tous confrontés à cette question de dépréciation de la valeur de l'épargne. Alors, ça nous renvoie un peu, excusez-moi de vous couper, mais quand même sur cette question qui est liée à la première causerie, sur les crédits à l'habitat et sur les taux d'intérêt des banques commerciales, qui fixent, donc vous l'avez expliqué, il y a un taux d'usure, qui est donc le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, qui a encore monté d'ailleurs, vous le disiez aujourd'hui ou hier, demain, qui monte demain à 4%, aujourd'hui en France. C'est-à-dire que là, si les banques faisaient accorder des crédits aux meilleurs clients autour de 2,80, 2,90, 3, 3,1, 3,2, là, les banques pourront aller en taux de crédit immobilier à 4% maximum. Mais la Banque de France peut encore passer plus haut le taux d'usure. Donc déjà, dès le début mars,
le taux d'usure est fixé dès le 1er mars à 4%. Donc il faut s'attendre effectivement à des remboursements d'emprunts de plus en plus importants et à des charges financières de plus en plus considérables. Est-ce qu'il va falloir, et là bon, c'est un peu de la prospective, hein, mais est-ce qu'il va falloir à un moment donné se poser la question de la réindexation des salaires sur les prix? Réindexer les salaires sur les prix, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à ce moment-là, vous précipitez ou vous accélérez la fermeture d'entreprises. Si vous avez déjà, d'après les prévisions qu'on a, des dizaines de milliers d'entreprises qui vont faire faillite, vous pouvez même multiplier le nombre. Parce que les petites entreprises ne tiendront pas le choc face à la revalorisation des salaires importante. Parce que tout d'un coup, il faut augmenter tout par 7% par exemple. Faire une progression des salaires de 7 ou 8%. Donc, pour les PME, ce n'est pas tenable. Alors, ce n'est pas tenable. Par contre, vous expliquiez dans la première partie, effectivement, vous avez donné des séries chronologiques sur la production de logements notamment, sur les ventes de logements. Vous expliquez aussi que la montée de ces taux d'intérêt va avoir un impact considérable sur la possibilité d'accéder à l'achat, à l'acquisition, l'accessibilité, en particulier pour les jeunes ménages. Donc ça va avoir un effet globalement aujourd'hui, de compression. Je n'ai plus l'article en tête. J'ai vu quelque part dans un quotidien économique que quasiment on est déjà à 50% de dossiers rejetés par les banques. Donc 50% des dossiers rejetés, c'est normal dans cette période-là. Donc la production de logements va diminuer. La production de logements va diminuer, inévitablement. Les ventes vont diminuer, et évidemment, on peut s'attendre à une baisse du prix de l'immobilier si effectivement les ventes ne se font plus rares. Mais quand je dis baisse, ce sera néanmoins des petites baisses, parce que les prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes ou même dans les villes moyennes importantes, est tellement élevé qu'il y aura des ajustements de l'ordre de 5-10%. Mais il ne faut pas s'attendre à un effondrement du prix de l'immobilier. Ce n'est pas la bourse, je veux dire. Il n'y aura pas d'effondrement dans la mesure où le marché est limité dans les centres-villes. Le marché est limité. L'offre de production, elle sera beaucoup moindre au niveau de la production immobilière et des ventes de logements neufs. Ça va quand même se réduire. On l'a vu d'ailleurs dans la première partie. On est sur une tendance baissière, globalement. Et pour couronner le tout, vous avez des crédits immobiliers qui, mécaniquement, vont baisser. Enfin, je veux dire, au niveau du volume, pas au niveau de la valeur. Au niveau du volume de crédit, on aura évidemment un volume beaucoup moins important. La valeur, c'est autre chose, mais la quantité, on va dire, de crédits accordés. Sur 100 dossiers, s'il y a déjà 50 qui sont rejetés, vous pouvez passer à 60 ou à 70 demain. Ou plus, je ne sais pas. Et d'ailleurs, il faudrait avoir des statistiques plus fines. Là, on n'est pas à la fin de l'année 2023 pour avoir réellement, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, combien de dossiers ont été rejetés, quel est le pourcentage de dossiers rejetés. J'espère que les banques ou la Banque centrale fera le point là-dessus. Bon, l'augmentation des taux d'intérêt directeurs avec l'ambition d'enrayer tant que c'est possible l'inflation, mais au final avec aussi une atteinte au marché de la construction, au secteur économique de la construction, où là on risque d'avoir des conséquences. Quand on dit, vieil adage, quand le bâtiment va tout voir, mais est-ce que c'est vrai ça? C'est un peu vrai, parce que le bâtiment conditionne toute une série d'activités qui tournent autour de la construction, les sous-traitants, les matériaux, les gens qui sont dans les produits semi-finis. Donc tout ça, ça conditionne un écosystème important quand même, le bâtiment, avec, c'est vrai, une myriade de sous-traitants, des milliers de sous-traitants. Alors, vous aviez pris dans la première partie aussi un exemple en vous resituant dans les années 80 avec des taux d'inflation qui étaient très élevés. Vous aviez expliqué que le marché de l'emploi n'était pas du tout le même, c'est-à-dire qu'il y avait presque le plein emploi à l'époque. On n'était pas au plein emploi. Oui, mais très peu de chômage. Au début des années 80, on était quand même à un chômage très faible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Un niveau d'endettement qui était quand même bien inférieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la dette publique, évidemment, très faible, 20% du PIB. Et aussi, et vous ne l'avez pas précisé, mais du coup je vous pose la question, à l'époque nous étions encore au franc, donc il y avait le franc qui était la monnaie utilisée en France. Est-ce que ça a aujourd'hui un impact, cette question de la monnaie dans les pays sur la façon de gérer l'inflation? Alors généralement, moi j'ai fait des milliers
j'ai produit des milliers de pages de travaux et, en économie monétaire internationale. J'ai même écrit des bouquins là-dessus. J'ai publié des livres sur l'unification monétaire. Ce qu'on observe de l'histoire économique sur plusieurs siècles, hein, quand on fait des unifications monétaires, il y a quelque chose qui augmente considérablement, ce sont les prix. Alors évidemment, il y a toujours, on dit toujours, oui, mais la différence entre le prix réel et le prix ressenti, sauf qu'on n'a pas d'études précises, malheureusement, pour nous dire vraiment, là, pour moi, évidemment, le changement de monnaie, mais ce n'est pas seulement la zone euro, hein, c'est dans l'histoire économique, on a... Les changements de monnaie en général. En général, à La Réunion, on l'a vu, moi, je me rappelle, mes parents me disaient, lorsqu'on est passé du franc CFA au franc français, les prix ont explosé. Alors c'est peut-être du ressenti, mais on voit très bien que le pouvoir d'achat quand même a diminué. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres raisons, mais à mon avis, les changements de monnaie ont toujours un impact négatif sur l'inflation. Bon, voilà ce que je pourrais dire, sans pouvoir avoir des études. On a vu quand même une maîtrise de l'inflation pendant des décennies, enfin plusieurs décennies là, ces dernières décennies. Là, il y a une maîtrise de l'inflation. C'était un objectif d'ailleurs prioritaire de la politique monétaire européenne. Oui, tout à fait. Là, on voit que pour des raisons, évidemment, en particulier aussi liées à la guerre en Ukraine, au changement de paradigme financier mondial, on voit aujourd'hui une période inflationniste revenir. Alors, jusqu'à quand? Et c'est un peu les perspectives, la tendance du marché, les perspectives du marché de l'immobilier dans les années à venir. Comment est-ce que vous pouvez, en tant qu'économiste, analyser les choses? Il ne faut pas tout mettre sur la guerre en Ukraine quand même, hein, parce qu'en réalité, on le voit, les coûts de construction ont augmenté depuis 2015, 2014, 2015, 2016. Donc on voit quand même une tendance à la hausse qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Alors le problème qui se pose, c'est lorsqu'on a lorsqu'un pays importe énormément pour construire des maisons, pour construire des logements, etc., on a un coût d'importation qui lui aussi a augmenté par rapport à la dépréciation. Revenons un peu à l'euro, la dépréciation de l'euro par rapport au dollar. On l'a vu sur les produits énergétiques notamment. Donc là, ça va renforcer l'augmentation des coûts parce que finalement, on est devenu un pays qui importe énormément en 40 ans. Je parlais tout à l'heure de tout l'écosystème qu'il y avait autour du bâtiment, notamment les milliers de sous-traitants, les dizaines de milliers de sous-traitants qu'il y a autour du bâtiment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on devient de plus en plus dépendant de matériaux de construction. Et lorsque les offreurs sont peu nombreux face à des demandeurs qui sont extrêmement nombreux, les offreurs de ces matériaux de construction augmentent les prix tout simplement. Et lorsque vous dépendez de l'étranger, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a aussi les problèmes de fret, puis d'énergie, parce que l'énergie est plus chère aujourd'hui. L'énergie est plus chère, etc. D'accord? Donc, il y a pour moi, je dis que ça, c'est un phénomène déjà structurel. C'est-à-dire, depuis qu'on a multiplié les normes en France, nous sommes un pays de normes en plus, donc depuis qu'on multiplie les normes, on a un coût de construction qui, évidemment, d'une année sur l'autre, on ne voit pas, c'est toujours 50 € de plus, 60 € de plus, et puis quand vous arrivez sur des périodes très longues, vous apercevez que la différence de prix est considérable. On l'a vu, j'ai rappelé au tout début de l'émission, j'ai rappelé les chiffres. Donc le prix au mètre carré, aujourd'hui, il est très très élevé. Vous vous rendez compte que un prix à 4 500 € le mètre carré, c'est quasiment, on s'approche du prix des grandes villes, quoi. Enfin, évidemment, vous allez me dire, Paris, c'est 10 000 € le mètre carré, mais je veux dire, les prix des grandes villes, c'est de plus en plus cher. Et là, le prix moyen pour les Français est quasiment, c'est un prix que peu de Français peuvent se permettre aujourd'hui de payer. D'accord ? Donc, moi je dis que au-delà de la guerre en Ukraine, ça c'est conjoncturel. Mais les phénomènes, il ne faut pas cacher toujours les phénomènes structurels. Moi j'insiste beaucoup sur. Oui, mais c'est important que vous reveniez là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des explications autour de ces questions de la hausse des matières premières, de la hausse des coûts, qui seraient liées effectivement à plutôt quelque chose de conjoncturel. Conjoncturel. Il faut toujours regarder les tendances longues. D'où l'importance des séries chronologiques, et puis d'où l'importance aussi des explications qu'on peut donner par la suite. Pourquoi ça ? En fait, on réalise qu'en France, le coût de la construction, il n'a pas cessé d'augmenter. Et le prix d'acquisition des logements n'a pas cessé de progresser de façon parallèle. D'ailleurs, il y a même un indice du coût à la construction. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, on a la chance d'avoir cette étude-là en valeur absolue. Donc en prix au mètre carré. On est compte en 2 périodes très courtes finalement. On commence, je crois, l'étude commence en 2006, elle se termine en 2023.
en 2 périodes, sur 8 ans, à chaque fois on prend des périodes moyennes de 8 ans, ben, la dernière période de 8 ans, c'est 770 € de plus le mètre carré par rapport à la période précédente des 8 années. Les 8 années précédentes. Donc une accélération de l'augmentation du prix. Voilà. Donc après la guerre en Ukraine, tout ça, c'est bon, évidemment, c'est journalistique, c'est conjoncturel, etc. Mais on a aussi des déficiences au niveau de la production de matériaux en France. Oui, le bois, ça nous renvoie à nos déficits industriels. À notre déficit industriel. On peut être choqué d'ailleurs, parce qu'en fait, la France, on est toujours en train de dire la France, ce qui est vrai. La forêt française, c'est une des premières ou la première d'Europe. C'est vrai, c'est sans doute vrai. Moi, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas dans le domaine agricole pour vous dire si. Mais on entend toujours ça dans les médias, etc. C'est sans doute vrai. Mais en réalité, on est déficit sur, par exemple, les importations de bois, etc. Donc, vous voyez, là. La fameuse balance commerciale. On revient à la balance commerciale sur les matériaux. Sur les matériaux. Tous les matériaux de construction. Donc, ça, c'est très important d'aller regarder les chiffres. N'hésitez pas, en fonction des différents pays. Eh bien, allez voir les statistiques des pays auxquels vous appartenez. Alors, ce phénomène donc de hausse des prix, d'accès à l'immobilier, est-ce qu'il y a les maisons, les appartements vont devenir de plus en plus chers? Oui. Et même dans l'ancien, j'insiste bien là-dessus. L'accès au crédit va être de plus en plus difficile. L'accès au crédit. À quel moment on trouve un équilibre dans l'équation? Je vous dis, évidemment, le fait qu'il y aura sans doute un nombre considérable de dossiers qui seront rejetés par les banques. Ça, c'est un problème, mais c'est une chance pour ceux qui restent. Eux, ils auront accès au crédit, ils pourront acquérir des logements. Mais c'est vrai que plus la demande sera faible, plus les détenteurs de biens immobiliers seront obligés de baisser un tout petit peu, le prix des logements. Donc on peut s'attendre à une baisse des prix, sans doute pas au premier semestre. Ça va commencer un peu au début du deuxième semestre et plutôt fin de l'année 2023, début de l'année 2024 par exemple. Ça, on peut faire on peut imaginer ce type de configuration parce que le nombre d'emprunteurs va se réduire considérablement. Et donc, tout dépendra véritablement des chiffres, des statistiques sur le nombre d'emprunteurs. Si, je prends un exemple, si l'année dernière vous avez eu 100 000 emprunteurs, prenons un exemple fictif, et si cette année vous avez que 60 000 emprunteurs, là, c'est une contraction énorme, considérable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est au rejet des dossiers, d'autant plus que les taux d'intérêt sont vraiment très forts, très élevés pour les personnes, avec des revenus qui sont contraints. Qui sont très contraints. Avec des contraintes budgétaires considérables, on l'a vu. Il faudra attendre le deuxième semestre 2023 pour avoir la confirmation, effectivement, de ces chiffres. Voilà. Alors, donc, Philippe Nerassigain, peut-être au niveau de la conclusion, on peut peut-être conclure, parce que là, vous avez effectivement, donc on l'a vu, confirmé qu'effectivement le crédit immobilier, la tendance à l'augmentation des prix et de l'accès au crédit va être difficile, l'exclusion de certains ménages, les difficultés pour les plus jeunes, et puis probablement peut-être une petite baisse des prix observable fin 2023. Mais encore rien n'est sûr, ça dépendra de d'autres paramètres. D'autres paramètres, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure? Donc, on a fait 2 causeries, là, une série complète sur cette question des perspectives de l'immobilier en France et de l'accessibilité au logement. Comment est-ce qu'on peut conclure cette... Alors, moi, je vais pas conclure. Vous voyez la conclusion qui est là, qui est affichée. On ne va pas revenir sur ce qu'on a dit. Sur tous les points clés qui ont été évoqués très largement dans cette deuxième partie. Hausse du prix au mètre carré des logements, hausse des taux d'intérêt, etc. Dossiers qui seront rejetés par les banques de façon massive, bien sûr, l'accession à la propriété qui deviendra de plus en plus difficile. Moi, ce que je voudrais mettre l'accent sur un point dont on ne parle pas assez souvent, c'est la filière bâtiment, construction, qui, elle, risque de prendre un choc important. Oui. C'est ça le problème. Parce que cette filière conditionne des centaines de milliers d'emplois. Et donc là, il y aura des fermetures d'entreprises, notamment des sous-traitants, ou des PME, qui ne sont pas sous-traitantes, mais qui sont vraiment promoteurs, qui font de la promotion immobilière, qui construisent des logements. Ça, c'est l'élément le plus inquiétant, je pense. C'est qu'on a là encore une filière qui va décliner, qui va régresser, et qui va opérer des milliers de licenciements. Parce que ce qu'on dit pour les ménages, c'est encore plus vrai pour les entreprises. Le coût d'acquisition des équipements, du matériel, les charges générales qui augmentent,
les impôts qui ne diminuent pas, bien au contraire. Donc ça, on avait une filière qui était parfaitement structurée des années 60, 70, 80, etc. On n'a pas fait attention à cette filière. On n'a pas su produire aussi, quelque part, des logements innovants, des low cost en matière de logement. On a un prix qui augmente, qui n'a pas cessé d'augmenter. Et c'est cette filière bâtiment construction, qui risque d'être non pas mise en péril, il existera toujours, mais où il y aura un dégraissage, si je puis dire, des milliers d'entreprises en faillite et là, des milliers de pertes d'emploi, de personnes au chômage. Alors, donc, une véritable crise dans le secteur du bâtiment, de la construction immobilière. Alors Philippe Narassiguin, je pense que c'est vrai que les mots ont plus qu'un sens chez vous en tant qu'économiste. Quand vous parlez de choc, effectivement, et les conséquences, c'est la crise probable. Vous savez, il y a beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux, partout, dans les médias mainstream, comme on appelle, il y a un facteur qui est important. C'est qu'un pays doit construire à tous les niveaux sa résilience. Là, tous ces gens qui parlent de résilience, que font-ils quand la Banque Centrale Européenne augmente ses taux d'intérêt directeur, son taux d'intérêt directeur principal? Rien. Il n'y a pas de réaction, parce que les gens acceptent et n'ont pas le choix, pas d'autre choix que d'accepter. Donc, je l'ai dit 1000 fois en France, ça fait 40 ans quasiment qu'on n'a pas de stratégie de long terme. Pas de moyen terme, de long terme. Une stratégie de long terme, c'est 20 ans. C'est pas 5 ans, c'est 20 ans. Et donc, quand on regarde bien pourquoi l'économie française s'est effritée au fur et à mesure dans différents domaines, et notamment industriels, mais aussi agricoles, tout simplement parce qu'on n'a pas eu des visions par filière. Une vision globale, notamment, on a parlé beaucoup des taux de marge qui sont faibles en France, donc un niveau d'impôt, de fiscalité qui est le plus élevé quasiment du monde, parmi les plus élevés du monde, des taux de marge très faibles, une trésorerie vraiment... Les entreprises s'endettent, elles n'ont pas de trésorerie véritablement. D'accord ? Et ça fait 40 ans qu'on ne met pas en place des stratégies. On n'a pas renouvelé nos infrastructures. Regardez, le renouvellement simplement d'infrastructures. Là, le gouvernement dit on va mettre 100 milliards dans le ferroviaire sur 10 ans. Mais pourquoi on ne l'a pas fait pendant 40 ans? Dans le ferroviaire, dans les routes, dans les universités, dans les hôpitaux, dans la santé. Et toutes ces stratégies gouvernementales qui étaient menées auparavant. Je rappelle bien que lorsqu'il y a les chocs pétroliers, nous construisons en France des centrales nucléaires civiles. Nous absorbons le choc victorieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait surtout plus faire de comparaison ni par rapport aux périodes précédentes, qui étaient des périodes de succès pour la France, pour l'économie française, ni par rapport aux autres pays européens. Il y a alors là une censure, une autocensure. Comparaison internationale, on n'entend plus du tout un mot sur les chaînes françaises, dans la presse française. Et pareil pour les périodes historiques. On a relevé beaucoup de défis, mais lorsque vous avez des gens qui éliminent le plan, le ministère du Plan, c'est vraiment le ministère de la stratégie économique sur l'ensemble des filières et pour une vision globale aussi de la France. Et ça, on ne l'a plus. Alors évidemment, on va à l'échec, et donc un échec retentissant, parce que vous avez vu, tous les critères sont au rouge. 43% des Français paient l'impôt sur le revenu, 57% ne le paient plus. La contrainte budgétaire des ménages, elle s'appuie de plus en plus, elle est pour la classe moyenne. C'est-à-dire que les dépenses, vous parlez des loyers, quel coefficient budgétaire? Tiens, l'INSEE fait des coefficients budgétaires, produit coefficient budgétaire. Là, vous aurez montant des loyers par des loyers sur budget total de 20% va passer à 30%, par exemple. Vous voyez? Donc ça, tout ça, ça n'a pas été solutionné, pensé, réfléchi, et on a les résultats qu'on connaît aujourd'hui. On n'a pas travaillé, notre élite n'a pas travaillé pendant 40 ans, et on a les résultats d'aujourd'hui. Quels chantiers ont été mis en œuvre? Le système de santé en lambeaux? Quels hôpitaux? Quelles grandes infrastructures? Alors on attend aujourd'hui pour refaire les centrales nucléaires. On attend aujourd'hui pour rénover le ferroviaire. On était à la pointe avec le TGV à l'époque. Bon. Donc, si vous voulez, moi, par rapport à ça, c'est une réflexion sur la stratégie de l'État qu'il faut mener. Et ça, c'est grave, parce que là, on voit vraiment une filière structurante de l'économie française qui
prend l'eau, si je puis dire. Oui, on l'a vu et vous l'avez expliqué, donc le secteur de l'immobilier qui est en train de prendre de l'eau, la dépendance aux ressources. La dépendance aux matériaux, aux ressources. Dont nous sommes aujourd'hui. Mais nous allons essayer quand même de terminer sur une note optimiste, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'innovation. Oui. Alors, faites-nous une innovation, Christophe Porlier. Je vais vous faire une petite innovation pour cette causerie. On va finir sur une petite note. Alors, je vais vous proposer une citation, et j'ai utilisé effectivement pour... vous proposer une citation et j'aimerais avoir votre analyse d'économiste sur cette citation. J'ai utilisé les mots-clés que vous avez utilisés dans votre proposition. Et voilà la citation. Le marché de l'investissement immobilier est influencé par les taux directeurs, l'inflation, la production immobilière et les politiques des banques commerciales. Mais ce sont les ventes immobilières, le désir d'achat des ménages et l'accès au crédit qui le font prospérer. Que pensez-vous de cette citation ? Elle est cohérente. Elle est cohérente. Pour un économiste, c'est cohérent. Donc, il n'y a pas de trou, en quelque sorte, dans l'analyse économique. La seule chose que je dis, moi, dans cette citation, c'est que le désir d'achat, on parle toujours de l'optimisme des agents économiques. Pour moi, c'est une notion totalement, comment dirais-je, subjective. Là, on voit que le désir d'achat, pour revenir à notre webinaire, notre séminaire finalement, le désir d'achat est conditionné par la contrainte budgétaire et la solvabilité des ménages telle que les banques l'apprécient. Ça, c'est le plus important. Donc, effectivement, le reste est cohérent. Mais le facteur psychologique qu'on met toujours en avant pour dire oui, la confiance est revenue. La confiance, le désir d'achat, c'est quand même des notions qui sont beaucoup manipulées, ça, en économie. Oui. Sauf que nous, les économistes, en tout cas en ce qui me concerne, je confronte toujours l'aspect psychosociologique à l'aspect réel. Quand vous confrontez le désir d'achat, vous vous rendez compte ? J'aurais dû avoir les chiffres des années précédentes, je ne les ai pas, j'aurais dû les avoir parce que je manipule beaucoup ces chiffres-là. Je les ai beaucoup manipulés dans le passé, mais entre le nombre de dossiers de désir d'achat, c'est quoi ? C'est le nombre de dossiers que les ménages français déposent de leur banque pour acquérir un logement. Et puis le nombre de dossiers acceptés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français veulent accéder au logement. Mais ce désir, il est contrarié par des réalités économiques personnelles. Voilà. Donc je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous proposer cette citation. Alors, vous l'avez trouvé où ? Parce que c'était innovant. C'était innovant comme citation. Eh bien, figurez-vous que c'est un produit d'innovation dont on parle beaucoup. C'est une intelligence artificielle, ChatGPT, qui a proposé à partir de ces quelques mots-clés une citation qui toutefois se tient. Donc elle a été passée au crible de l'analyse d'un économiste. Donc merci beaucoup pour votre réaction. Et on essaye d'innover un petit peu, donc voilà. Donc on va finir comme ça. Bravo d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. En combien de mots vous l'avez fait ? En quelques mots, là. Donc il y avait quelques non, mais vous avez rentré sans doute des mots. Oui, tout à fait. J'ai rentré quelques mots qui étaient issus de vos propositions de causerie. Voilà, ce sera les mots de la fin. Philippe Nasséguin, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle causerie sur les questions économiques contemporaines. Peut-être vous pouvez nous donner quelques idées sur ce que vous souhaitez traiter la prochaine fois. Ce que je souhaite traiter, c'est toujours des thèmes un peu innovants, comme on l'a toujours fait nous en économie. Des thèmes qui ne sont pas faciles à traiter, souvent. Par exemple, tout ce qui est placement financier, on peut voir les arbitrages sur les placements. Ce que j'aimerais traiter aussi, c'est qu'est-ce que c'est une économie de guerre ? Parce qu'on entend tout le temps parler de la guerre, mais au sens des économistes, c'est quoi une économie de guerre ? Quand on pose la question aux gens, au fait, c'est quoi une économie de guerre ? Je le vois sur les plateaux de télévision, les gens sont déstabilisés. Or, il y a l'analyse économique, les fondamentaux de l'économie qui permettent de résoudre cette question, de solutionner, d'apporter des réponses précises à la nature, par exemple, d'une économie de guerre. Donc, c'est tous ces thèmes, la retraite aussi, pourquoi pas ? Parce qu'on a mis de côté depuis des années les systèmes de capitalisation par rapport à la répartition. Donc, il y a là aussi des débats à faire là-dessus. Voilà, il y a toute une série de thèmes, de nombreux sujets qu'on peut aborder. Et voilà. Eh bien, merci Philippe Narasiguin. Très bonne journée. Rendez-vous à très bientôt. Et puis, bonne journée à toutes et tous.